Voilà, territoire d'info, notre émission habituelle avec la presse quotidienne régionale, les télévisions locales de France, le réseau Via Télévision, les Indés Radio, 130 radios partenaires sur tout le territoire français et TV5 Monde. Et l'invité politique en direct sur ce plateau, ce matin, c'est Éric Coquerel. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes député La France Insoumise de Seine-Saint-Denis, nul ne l'ignore maintenant. Et pour vous interroger, à mes côtés, Oriane Mancini, spécialiste politique de Public Sénat. Bonjour Oriane. Bonjour. Et bonjour Hervé Favre, vous représentez la Voix du Nord sur ce plateau très régulièrement. Merci d'être avec nous. Éric Coquerel, votre interview sera rediffusée sur tous les sites internet de la presse quotidienne régionale à partir de 10h30 ce matin. Acte 10 des Gilets jaunes, débat à Souliac dans le Lot. Entre les deux rendez-vous, où iriez-vous? J'ai choisi l'acte 10, évidemment. Non, on n'est pas du tout pour cautionner, vous le savez, cet outil de communication qui est le fameux grand débat national. D'ailleurs, j'observe qu'il est en train de changer de nature. Parce qu'au début, on nous a dit c'est une occasion pour les Français de débattre partout, etc. Et finalement, on a l'impression que c'est la tournée royale de M. Macron. Rencontre avec les maires de proximité, oui, d'accord. Enfin, si à chaque fois, c'est plusieurs heures où, en réalité, il y a d'un côté les questions et de l'autre côté Emmanuel Macron qui répond dans une espèce... J'ai une des collègues qui a parlé de télévangéliste, je trouvais ça assez amusant. Enfin, bon, on voit bien que c'est en train même de changer de nature. Et finalement, ça résume assez bien juste les critiques que nous portions au départ. C'est-à-dire que Emmanuel Macron dit qu'il y a un grand débat, et puis, in fine, courant avril, je donnerai les réponses, je verrai ce que je retiens et je donnerai les annonces. Bon. Donc c'est d'un côté le peuple débat et de l'autre côté le monarque décide, mais je crois qu'il se trompe de période, à mon avis, Emmanuel Macron. Je crois qu'il n'est plus en capacité, j'allais dire, d'espérer enterrer le mouvement des Gilets jaunes avec ce genre d'artifice. Et vous l'avez entendu, Emmanuel Macron dans le Lot, pendant plus de 7 heures face aux maires. Les maires ont pu s'exprimer, les maires ont fait remonter leurs revendications, les préoccupations de leurs administrés. En quoi est-ce une supercherie? C'est le mot que vous avez employé. C'est une supercherie parce que la question n'est pas est-ce que les Français ont le droit de débattre. Ça, je vous ferai remarquer qu'ils n'ont pas attendu Emmanuel Macron pour débattre. Sur les ronds-points, on débat, on discute partout. D'accord ? On peut décider de quoi et à la fin, qui décide? Et à ces deux questions, Emmanuel Macron a cadré le débat dès le départ. On peut décider de tout, sauf de la politique d'Emmanuel Macron, et notamment des mesures qui ont été les siennes depuis 1 an et demi, dont on dit on pas touche. La question du rétablissement de l'ISF, la question de la justice fiscale, la question du SMIC, etc., etc. Ce qui revient toujours en premier dans toutes les revendications des Gilets jaunes. Ça, c'est le premier problème. Et le deuxième problème qui décide, c'est pas possible de dire aux Français je vais présenter un nouveau contrat pour la nation et de ne pas imaginer que ça passe par la case suffrage universel. Ça n'existe pas dans une démocratie. Si vous présentez un nouveau contrat pour la nation, eh bien, il faut à un moment donné voter pour savoir si les Français sont d'accord ou pas. Donc, soit nous, on est pour la Constituante. On pense que s'il y a autant de sujets à mettre sur la table, ça veut dire que le peuple français doit pouvoir lui-même constituer ses règles du jeu. Et si au moins c'est pas la Constituante, ça doit être au moins des élections législatives anticipées. Or, tout ça, rien. Emmanuel Macron pense qu'il va pouvoir... Éric Coquerel, clairement, vous appelez au boycott du débat. Vous dites aux Français n'y allez pas, aux élus insoumis évidemment non plus. Écoutez, j'ai l'impression que les Français ne nous ont pas attendus pour ça, si j'en crois les enquêtes d'opinion. Je sais qu'à Souillac, ça c'est un autre aspect d'ailleurs, il va être attendu par un comité d'accueil assez important qui est en train de se mobiliser et qui n'est pas plus d'accord avec tout ça. Alors manifestement, ça sera sûrement très loin d'Emmanuel Macron parce qu'il y a force police aussi pour, j'allais dire, empêcher ceux qui justement ont envie de dire quelque chose de pouvoir accéder à Emmanuel Macron. Dont vous nous parlez. J'ai vu qu'il y avait une mobilisation. Je lis la presse régionale. Donc vous n'avez pas plus d'informations. Les Gilets jaunes, des syndicats, des forces politiques, tout le monde appelle à une mobilisation. Des membres de la France comme d'ailleurs ça Insoumise s'est passé ailleurs. Je vous fais remarquer que la dernière fois dans l'heure, il y avait une manifestation pendant ce temps-là. Il y a des militants de la France Insoumise dans ces bien sûr. intervenants qui sont en train de rentrer à Souillac. Aller participer à ce comité d'accueil. Ah oui, bien sûr. Enfin, oui, évidemment. C'est une autre façon d'envoyer un message à Emmanuel Macron. Parce que vous avez peut-être remarqué, mais il a tellement, j'allais dire, personnalisé son pouvoir de manière tellement accrue au point de dire pendant l'affaire Benalla, on en verra peut-être tout à l'heure, le seul responsable c'est moi, et puis des phrases intelligentes du style venez me chercher, que finalement les gens vont le chercher et puis contestent à la fois sa politique et maintenant même son personnage. On lui reprochait à Éric Coquerel de mépriser les élus locaux, de les ignorer, de ne pas venir au congrès des maires. Objectivement, il s'est un peu rattrapé quand même là, sur ce coup-là. Écoutez, on va voir dans quelques mois, parce que je ne suis pas sûr... Parce que les maires ont pu dire ce qu'ils avaient sur le cœur. Bien sûr. Enfin, je ne suis pas sûr que les élus locaux vont se satisfaire de pouvoir dire quelque part, devant les télévisions, pour mettre en valeur Emmanuel Macron, qui après
Ça, il est très habile pour le faire. Je n'ai pas de problème, mais je crois que ça ne marche plus. Peut répondre, montrant qu'il est capable de répondre à tous les sujets, etc. Je ne crois pas qu'ils attendent que ça. Ils attendent une autre politique de l'État. Ils attendent, par exemple, moins d'austérité imposée par la baisse des dotations. Ils attendent, aussi l'idée qu'on arrête quelque part de considérer que finalement ce sont les variables d'ajustement vis-à-vis de la population d'une politique imposée par le haut. C'est ça qui est leur problème. C'est pas le fait que les chefs de l'État leur autorisent à lui parler tous les 36 du mois. Alors, selon un sondage IFOP pour Public Sénat et Ouest France, 76% des Français pensent que les inégalités ont augmenté en France depuis 10 ans, notamment les inégalités salariales, les inégalités en matière d'emploi. Est-ce que vous dites que peut-être que ce débat va permettre aux Français d'exprimer leurs préoccupations et que les mesures qui vont en sortir vont permettre de réduire ces inégalités? Alors, excusez-moi, mais ce n'est pas seulement un sondage, c'est une réalité économique. Je crois que c'est INSEE qui a sorti il n'y a pas longtemps un bilan sur 10 ans. On voit que le pouvoir d'achat global des Français baisse. Et ce qui s'est passé en plus avec Emmanuel Macron, c'est que depuis 1 an et demi, ça continue à baisser, sauf pour les plus riches, qui sont vraiment gavés. Tous les chiffres le donnent, notamment ceux qui possèdent des dividendes. Non, ce débat. Macron a accru ces inégalités. Mais ce débat, non, excusez-moi, comme quelque part on a un peuple intelligent, notamment quand il se met en mobilisation, les choses qui sont remontées pointent les vrais problèmes. Alors, notamment, parlons de l'ISF, d'accord ? 3,5 milliards de coûts à l'État, sa suppression. Emmanuel Macron dit « Ah, mais les gilets jaunes, si on rétablit l'ISF, ça serait abusé de dire que les gilets jaunes vont en profiter. » Mais enfin, moi je me pose des questions, ces 3,5 milliards. Comme d'un autre côté, il y a le déficit qu'on ne veut pas dépasser au niveau de 3%, ces 3,5 milliards, nous les payons tous. Ces cadeaux, nous les payons tous. Il faut bien quelque part qu'ils existent. Et je vais vous dire une chose, en réalité, vous savez combien, à peu près, globalement, combien coûtent les plus riches, et notamment les possesseurs du capital, à la collectivité nationale? Environ 200 milliards par an. 100 milliards d'évasion fiscale et 100 milliards à travers des niches fiscales que la Cour des comptes dénonce régulièrement, dont une grande part va aux plus riches. La question du rétablissement de l'ISF, la flat tax, tous les cadeaux que M. Macron a fait. Voilà le vrai problème de ce pays. Alors, le vrai problème de ce pays, c'est le coût du capital. D'accord, et qui coûte de plus en plus cher à la collectivité. Et c'est ça qu'ont pointé les Gilets jaunes. Puisque vous parlez de l'ISF, Olivier Faure et les socialistes appellent un référendum sur ce sujet, mais pour que ce référendum soit possible, ils ont besoin des parlementaires de gauche, donc de vous. Est-ce que vous allez signer ce référendum? Est-ce que vous allez soutenir sur l'ISF? Oui. On va regarder. Je pense pas. Pourquoi pas? Mais je crois que la question n'est pas. Pourquoi pas, mais c'est pas sûr. Non, je sais pas. Comme je sais que quelque part la réponse, pour l'instant, du chef de l'État va être non. Le Parti socialiste propose ça. On va observer de voir si on fait la même signature. Mais je crois que plus globalement, on n'en est plus seulement maintenant à une question d'un référendum sur un certain point. On en est au fait que si il y a deux légitimités qui se contestent, celle du chef de l'État qui dit j'ai une légitimité. Incontestablement, il a été élu il y a 1 an et demi. Et la majorité de Français qui s'opposent à sa politique, avec notamment l'avant-garde, entre guillemets, que représentent les Gilets jaunes, mais dans lesquels les gens se sentent représentés encore très majoritairement, à un moment donné, c'est les élections générales qui vérifient cette légitimité. Hervé Favre. Oui, demain, donc c'est l'acte 10 des Gilets jaunes, avec des manifestations, avec des craintes, évidemment, comme à chaque fois, de casseurs, de violences policières, puisqu'il y a aussi cet aspect-là qui commence à émerger. Vous allez déposer une proposition de loi, c'est ça, pour l'interdiction des flashballs? On va proposer des commissions d'enquête sur l'utilisation des LBD, parce que c'est le nom exact, les grenades de désencerclement, plus le demander de suspendre tout de suite cette utilisation le temps de la commission d'enquête. C'est une commission d'enquête ou une proposition de loi? Une commission d'enquête, vous allez demander? Alors, proposition de loi pour le suspendre tout de suite et commission d'enquête pour vérifier les manières dont tout ça est utilisé. On prépare pas mal de choses aussi sur l'arsenal technique, parce que ce qu'on observe, c'est que vous dites qu'il risque d'y avoir des violences, et je suis content parce qu'il commence à y avoir une évolution sur les médias pour montrer que on a le mouvement social qui a été le plus réprimé. Et moi, c'est moins que les policiers qui agissent ainsi, je pointe la responsabilité politique. Quand M. Castaner, mercredi dernier, face à une question d'Hugo Bernalicis sur cette question, 2000 blessés, une centaine de blessés extrêmement graves, Monsieur Castaner dit il n'y a pas de violence policière. Quelque part, je veux dire, il efface un sujet et il envoie un message. Mais en même temps, il y a eu 1000 blessés parmi les forces de l'ordre, donc c'est quand même énorme. C'est une proportion, finalement. Mais nous avons très clairement dit que les blessés du côté des forces de l'ordre, heureusement, il n'y a pas de blessés extrêmement graves. Vous remarquerez, on n'est pas dans une guerre civile dans ce pays. Contrairement aux mots du gouvernement qui fait monter la tension. Il n'y a pas d'armes utilisées par les manifestants. Il y a peu, par exemple,
il y a très peu, vous regarderez, de cocktails Molotov, qui sont des choses très dangereuses. Donc il y a des blessés du côté des forces de l'ordre, et nous l'avons dit, nous le déplorons, comme des blessés du côté des journalistes, mais principalement ceux qui j'allais dire, pâtissent de ces violences, d'accord, ce sont les manifestants. 12 morts. Alors certes, pas 12 morts dus à des répressions policières, même s'il y a la vieille dame qui est morte à Marseille, c'est quand même une grenade qu'elle a reçue dans son appartement, mais quand même, c'est le mouvement social qui connaît le plus de victimes, avec des blessés graves, et il faut au moins s'interroger sur la manière dont est fait le maintien de l'ordre, et ça, le gouvernement le cautionne. Et quand même, ce qui est aussi assez nouveau, c'est la façon dont les journalistes sont agressés sur ces lieux, sur ces manifestations, dont certains titres, dont le mien, ont été empêchés de diffuser des journaux. Est-ce que la France insoumise n'a pas une responsabilité avec un discours sur la haine des médias, ça participe quand même à ce climat. La phrase exacte, c'est pas celle-là de Jean-Luc Mélenchon, il l'a redit l'autre jour chez vos confrères de France Télévisions. Ce qu'on sent, il y a deux questions. On a le droit de critiquer les médias. Et le problème aujourd'hui que nous avons par rapport à des couvertures médiatiques globales, c'est qu'il n'y a pas d'instance où aller quelque part demander non pas réparation, mais demander interroger. Donc nous sommes pour la création d'un conseil de déontologie des médias. Par contre, évidemment, on peut critiquer les médias, et quand on critique les médias, ça ne veut pas dire qu'on appelle à la violence sur les médias, vous l'avez compris. Surtout que, je dois le dire, à ceux qui ont commis ces violences sont extrêmement minoritaires. On voit souvent des gilets jaunes les arrêter. Je rappelle que les travailleurs précaires, qui sont souvent les caméramans, les JRI sur le terrain, ne sont pas responsables de la ligne éditorialiste de gens qui provoquent un peu et qui ont malheureusement une pensée toujours... ce qu'on appelle la pensée unique, c'est-à-dire qui construisent un certain schéma de pensée. Ce n'est pas eux les responsables, donc j'appelle à ne pas toucher évidemment à ces journalistes et les laisser travailler. Éric Coquerel, député de la France Insoumise de Seine-Saint-Denis, qui est notre invité politique ce matin. Alors on va parler des problèmes internes de votre parti. Dans les sondages, c'est moins 10%, je crois, dans le dernier sondage IFOP pour la France Insoumise. Est-ce que ça va générer plus de contestation chez vous d'une ligne Mélenchon, d'une stratégie Mélenchon? Le fait qu'au fond, vous soyez les grands perdants, que Marine Le Pen soit nettement devant vous. Est-ce qu'il peut y avoir une prise de conscience d'un certain nombre de dirigeants de la France Insoumise? On regardera ensemble au moment des élections si nous sommes les grands perdants, comme vous dites. Bon, je dis ça parce qu'en plus, selon les sondages, certains nous mettent à 9,5, certains nous mettent à 11, certains nous mettent à 12. Ce qui m'intéresse dans le sondage IFOP dont vous parlez, parce qu'en général c'est ça qu'il faut regarder dans les sondages, c'est que vous remarquez que nous progressons en réalité. Ça vous paraît peut-être... c'est ça qu'il faut regarder. J'observe aussi que ce sont des sondages, excusez-moi, mais qui montrent apparemment que la seule force politique, je parle du sondage IFOP, qui aurait gagné ces dernières semaines, c'est En Marche. Bon, alors là, ça ne correspond à tellement rien sur le terrain. Contester la valeur et la validité. Actuellement, je conteste l'IFOP, là. Oui, ça peut m'arriver de contester des sondages, oui. Parce que ce n'est pas ce qu'on observe. Donc, moi, je vous le dis, je pense que nous avons eu un trou d'air au moment des perquisitions, voilà, parce que c'était voulu ainsi. Mais ce qui n'est pas contestable quand même, c'est que c'est Marine Le Pen. C'était voulu ainsi. Et je pense au contraire qu'en réalité, sur le terrain, notamment parce que ce que nous portons correspond de plus en plus aux Gilets jaunes, eh bien, nous sommes plutôt aujourd'hui en dynamique. On verra à l'arrivée. Quant à Marine Le Pen, oui, Marine Le Pen est haute. Elle souligne d'ailleurs quelques convergences avec la France. Oui, enfin, en même temps, écoutez, ça c'est son jeu quelque part d'essayer de le faire. Moi, ce que j'observe, c'est que si vous prenez Marine Le Pen, lors de son lancement de campagne, elle a montré désormais qu'elle était pour une alternance au niveau de l'Union européenne, ce qui est quand même très... Alternance, c'est pas alternative. Vous savez, l'alternance, c'est quand vous êtes d'accord avec un système et que quelque part, vous l'entretenez. Manifestement, elle pense maintenant possible de ne plus sortir des traités et d'autres traités européens pour construire sa politique. Bon, on verra bien au moment des élections. Elle sera haute, on le sait, le Front National est haut. Bon. Mais vous verrez Mais c'est quoi la ligne Mélenchon? C'est-à-dire tout son positionnement, effectivement, Hervé disait, Marine Le Pen a quand même pris le lead sur tous ces sujets. Est-ce que ça pose problème? Moi, je pense surtout qu'aujourd'hui, Marine Le Pen... Je pense aujourd'hui... C'est deux questions. Marine Le Pen, prenons-la, je pense qu'aujourd'hui, c'est un opposant de confort. Ça reste l'opposant rêvé pour Emmanuel Macron, celui qu'il rêve en réalité de retrouver soit sur des élections européennes, soit sur les élections à venir, parce qu'il se dit, on refera le même coup qu'au deuxième tour des présidentielles, j'en appellerai à la démocratie, etc. Bon, je crois que c'est ça qui, aujourd'hui, permet à Marine Le Pen, quelque part, de passer sans trop d'encombrement. Quant à la gauche fracturée, je ne sais pas ce que ça veut dire, parce que nous ça veut dire que vous avez 4 ou 5 mais nous continuons à penser...
Oui, j'ai entendu M. Hamon hier expliquer qu'il était la gauche à lui tout seul, ce qui voudrait dire qu'il risque de porter la gauche à un niveau historiquement bas, si on en croit les sondages d'aujourd'hui. Mais ça, moi, ce qui m'intéresse pour les européennes, c'est pas les étiquettes de tel ou tel parti. Vous remarquerez que sur l'Europe, on dit absolument pas la même chose que le Parti socialiste. C'est qu'est-ce que nous allons porter dans le débat européen avec Manon Aubry comme tête de liste. Et je vous le dis, nous sommes aujourd'hui la seule force en réalité, et je pense que ça va être entendu, qui explique que pour reconstruire une Europe différente de celle de l'Europe libérale que nous connaissons aujourd'hui, il faut sortir des traités. On ne peut pas le faire dans des traités constants, et je pense que ça, c'est quelque chose qui nous sera favorable. Oriane Mancini. Un mot sur l'actualité, l'affaire Benalla, Alexandre Benalla en garde à vue depuis hier matin, toujours en garde à vue à l'heure où on se parle. Il sera auditionné lundi par la commission d'enquête ici au Sénat. Qu'est-ce que vous attendez de cette audition? Déjà, quelle chance à le Sénat, parce que vous avez remarqué que quand on a une majorité En Marche, on n'a plus le droit de commission d'enquête. À l'Assemblée, on en est privé. J'en attends toujours ce qu'elle arrive à faire, parce qu'on voit les contradictions éclater depuis maintenant des semaines. On a un personnage, alors soi-disant l'Élysée a réclamé les 2 passeports diplomatiques, mais alors maintenant, si j'ai bien compris, il y a un problème technique entre le ministère de l'Intérieur et le ministère des Affaires étrangères qui explique que les passeports n'aient pas été restés. Enfin, tout ça est rocambolesque. Et en réalité, on sent bien que pour arriver à faire le clair sur cette affaire d'État, parce que c'est une affaire d'État, d'accord, où on a un pouvoir qui, au fur et à mesure, a donné des réponses en reculons, toujours en reculons. Je vous rappelle qu'au début, c'était un organisateur de voyage. Cet été, Benalla. On s'est aperçu qu'il avait un rôle majeur dans la sécurité de l'Élysée, alors qu'il n'en a aucune des prérogatives officielles. Et maintenant, on s'aperçoit que, manifestement, il entretient des rapports avec l'Afrique qui laissent à penser qu'il est plus sur un rapport de la politique France-Afrique de l'Élysée plutôt que des simples intérêts privés. En tout cas, on aimerait ça le voir. Moi, j'allais dire qu'il faudrait maintenant auditionner le chef de l'État. Enfin, je veux dire, il y a tellement d'incohérences que c'est ça qu'il faudrait faire pour connaître la vérité. Et j'espère que le Sénat va le réclamer d'ailleurs, même si je sais que le chef de l'État n'est pas obligé de venir, mais il pourrait venir de son propre chef clarifier cette situation. Donc vous demandez, dites à Emmanuel Macron, il faut venir devant la commission d'enquête du Sénat. Vous voyez bien que Emmanuel Macron, je vous rappelle qu'en novembre, il expliquait aux journalistes qu'il fallait avoir de la mansuétude vis-à-vis de M. Benalla. Écoutez, soit M. Benalla est un faussaire de génie et quelque part, j'allais dire, une espèce de Belphégor de l'Élysée qui hantait l'Élysée, arrivait à manipuler les choses, soit il était sous service de M. Macron. Et là, c'est inquiétant parce que c'est la start-up nation qui organise la sécurité, y compris de manière violente, qui organise les rapports France-Afrique, et c'est totalement en dehors de l'état de droit. Et vous penchez pour la deuxième hypothèse ? Tout nous laisse penser, en tout cas, qu'elle est possible. Je fais attention, mais tout nous laisse penser qu'elle est possible. Il y a suffisamment d'éléments. Donc, il faudrait pouvoir aller plus loin que d'interroger M. Benalla ou le directeur de cabinet de l'Élysée. Vous avez parlé de France-Afrique. Là, vous pourriez nous préciser vos pensées sur France-Afrique, je vous explique. M. Benalla nous explique qu'il a fait 20 voyages diplomatiques. D'accord, plusieurs fois en Afrique. Il nous explique qu'il a rencontré le président du Tchad avant un voyage officiel de M. Macron. Dans les rapports France-Afrique, vous avez toujours eu souvent des personnages. Il n'était pas à l'Élysée, vous savez. Enfin, il avait des passeports diplomatiques, il avait un téléphone sécurisé de l'Élysée. Donc c'est pour ça que je dis, au moins la question se pose. Voilà, c'est soit effectivement pour ses intérêts privés et ce personnage alors c'est inquiétant, parce que ça veut dire que l'Élysée est très très mal organisée, les gouvernements sont très très mal organisés pour laisser quelqu'un avoir autant de moyens, etc. Soit c'est autre chose. Et cette autre chose, il faudrait quand même arriver à le savoir. Merci Éric Coquerel, député de la France Insoumise de Seine-Saint-Denis, d'avoir été notre invité politique ce matin. Merci Oriane Mancini, merci Hervé Favre. On passe au débrief de l'actualité dans un instant. Voilà, Éric Coquerel quitte ce plateau. Au revoir, merci d'être venu. Je le fais en direct. En direct. Et André Crétenant, qui dirige l'information de TV5 Monde, notre partenaire, qui nous diffuse dans 200 pays, en 17 langues. Et Jean-François Beige, qui dirige la rédaction du Courrier du Parlement, sont nos invités pour cette partie débrief de l'actualité. Bonjour André, Jean-François Beige était avec nous déjà dans la première partie. Acte 10 des Gilets jaunes, débat à Souliac, dans le Lot. Entre ces deux rendez-vous, la France Insoumise a choisi, finalement, ils vont aller à Souliac. Oui, c'était pas. Enfin, ils vont y aller. Ils vont pas y aller pour participer au débat, si j'ai bien compris. Non, pas du tout. Ils vont y aller pour manifester. Pour manifester, voilà, pour essayer de perturber. Parce Vous avez entendu ce qu'il a dit, Éric Coquerel. Il y a des militants de la France Insoumise qui se trouvent proches des débats pour essayer de manifester, faire entendre leur voix. Absolument. Mais moi, je crois, et Éric Coquerel l'a bien vu, c'est que le premier exercice était plutôt bien réussi pour le chef de l'État.
Donc voilà, ça perturbe, il n'est pas très content. Et évidemment que la France insoumise n'a pas très envie que ça se passe bien. Et évidemment que les critiques se concentrent encore et toujours contre le chef de l'État. Éric Coquerel a parlé justement de ce pouvoir qui est de plus en plus fort. Mais en fait, c'est le principe de la Ve République. Donc voilà, c'est pas. Alors peut-être que Emmanuel Macron incarne plus que d'autres, mais je ne le crois pas, ce pouvoir très vertical qui, aujourd'hui, est remis en cause, c'est vrai, par les Gilets jaunes, car les Gilets jaunes ont un certain nombre de revendications, mais plus fondamentalement aussi, ce qu'ils demandent, c'est de pouvoir s'exprimer et de pouvoir aussi avoir une marge de manœuvre sur leur quotidien. On parle de référendum, d'initiative, à l'exemple de ce qui peut se passer en Suisse, par exemple. Voilà, et donc c'est intéressant. J'allais le dire à votre place. Pour moi, évidemment, qui suis suisse et dans un pays où on vote 4 fois par année et où ce type de débat a lieu, en fait, 4 fois par année à minima, c'est vrai que j'observe tout ça avec beaucoup d'intérêt. D'une certaine manière, la France s'essaye à la démocratie directe. À la démocratie suisse. Oh, voilà. Avez-vous fait un rêve, Jean-François Beige? Votre édito aujourd'hui dans le Courrier du Parlement, c'est La politique réveillée. Oui, ben, j'essaye de penser tout ce qui... qu'est-ce que restera-t-il dans un an? C'est le rêve que j'ai fait. C'est-à-dire, nous sommes en 2020 et... Les européennes ont eu lieu depuis plus de 6 mois. Ont eu lieu et puis on s'est aperçu finalement que ça n'a pas changé grand-chose parce que, vous savez, le camp europhobe, etc., il n'est pas tellement plus en progression que lors de la dernière consultation où il avait marqué énormément de points, aussi bien les amis de M. Mélenchon que ceux de Mme Le Pen. C'est-à-dire, je pense que assez curieusement, ça ne changera pas grand-chose au résultat des européennes. Enfin, peut-être un peu plus d'aversion, parce que c'est une tendance européenne lourde, de méfiance vis-à-vis des institutions, mais c'est pas ça. Donc les Gilets jaunes ne vont pas changer trop les européennes. En revanche, je crois qu'elles vont peut-être que cette crise des Gilets jaunes va avoir une influence sur les municipales, parce que il y a un réveil de la politique lié aux Gilets jaunes, ce que disait très bien notre confrère. On est en train de découvrir la démocratie participative, la démocratie directe, et c'est un rendez-vous qu'il ne faut pas manquer. Et ça, Emmanuel Macron doit faire très attention à ne pas asséner une parole trop présidentielle en réponse à cette aspiration à la démocratie directe. Ce qui est assez étonnant, c'est qu'Emmanuel Macron, d'une certaine manière, a profité de cette manière participative de faire de la politique. Et une fois élu, il s'est glissé dans les habits, dans le costume de ce président de Ve République, oubliant en fait tout ce qui avait fait son succès. Et c'est ça qui est étonnant. Je pense que c'est difficile de dire de manière exacte qu'est-ce qui va se passer d'ici une année, voire d'en rêver. Mais sans doute que les effets de ce mouvement vont se sentir quand même, je pense, à long terme. Il y a un besoin malgré tout d'avoir un pouvoir qui est beaucoup plus décentralisé, car c'est ça aussi, je pense, le problème de la France, c'est un pouvoir extrêmement centralisé. Et la question de la démocratie directe, semi-directe, participative, elle heurte de plein fouet à un système politique vertical. Oui, mais regardez, on disait qu'il n'y avait plus de candidats pour être maire, que les maires sortants ne voulaient pas... Eh bien, j'ai l'impression que cela a basculé. Et qu'il va y avoir... En peu de temps, parce que jusqu'il y a quelques mois, c'était vraiment problématique. Il y a beaucoup de vocations à s'occuper de l'intérêt général. Ou alors les gens sont incohérents. On ne peut pas manifester au rond-point et puis après ne pas vouloir être candidat à des élections, s'engager. On peut pas... Donc je pense que s'il y a une certaine cohérence, après avoir beaucoup discuté dans les ronds-points, eh bien il faudra discuter dans les conseils municipaux et les milieux associatifs. Un petit mot sur le Brexit. Il y a une internationale intéressante dans le Courrier international d'ailleurs. Comment le Brexit a piégé la Grande-Bretagne. How Brexit trapped Britain. C'est vrai? Oui, je crois que le Brexit, il piège un peu tout le monde.
en réalité, parce que on parle beaucoup des effets du Brexit et surtout de ce qu'on appelle un no deal, c'est-à-dire de pas d'accord pour le Royaume-Uni. Je pense que les conséquences pour l'Europe elle-même, et en particulier pour la France, peuvent être très importantes. On réfléchit toujours en termes de conséquences économiques pour le Royaume-Uni. Je pense qu'on sous-estime les conséquences pour l'économie française, pour le commerce, car grande partie du commerce se passe quand même entre la France et le Royaume-Uni. Et là, je pense, enfin, on ne sait pas très bien ce qui va se passer d'ici 3 jours. Est-ce que les Anglais vont avoir envie à un moment donné de revoter, ce qui n'est pas évident, exclu. Puisque ce n'est pas exclu, mais aujourd'hui l'opinion reste encore très divisée. Mais Jean-François Beige, est-ce qu'au fond, cette crise, depuis quelques semaines en France, ce débat national, etc., n'a pas occulté, au fond, ce Brexit, qui est un gros problème pour nous aussi? Ah, mais ça a occulté beaucoup de choses. On pourrait parler de l'affaire Ghosn, mais enfin, il y a aussi le Brexit qui va impacter les régions, c'était ça, qui va impacter et qui va peut-être montrer assez d'effets négatifs pour réveiller un peu, au contraire, un sentiment européen, je pense. C'est un peu mon scénario. Mais en Grande-Bretagne, il ne faut pas oublier que les gens, c'est pas seulement une aversion. Les partisans du Brexit, c'était pas seulement des gens qui voulaient que l'Angleterre soit toute seule. C'est pas ça. Ils voulaient aussi faire exploser l'Europe. Parce qu'ils sont en général assez prétentieux dans les milieux financiers britanniques. La City s'était dit, mais s'il n'y a plus d'Angleterre en Europe, l'Europe va éclater, et on va retrouver une Europe balkanisée dans laquelle on pourra faire du business avec notre livre sterling qui sera la monnaie forte. Et bien ces gens-là, ils sont en train de se tromper. Ils auront peut-être raison à très long terme, mais pour le moment, ils se trompent. Le Royaume-Uni, il ne faut pas oublier, ça reste une île quand même. Et donc il y a un sentiment très fort autour de l'indépendance. Ça a été une grande puissance aussi. Je pense que tous ces sentiments-là ont pesé aussi dans le vote qui a eu lieu. C'est-à-dire que les arguments économiques n'étaient pas suffisants. Et c'est ce dont ils se rendent compte aujourd'hui, c'est qu'ils ont voté en fait sur leurs sentiments, sur leur envie. Ceux qui ont voté pour le Brexit sont les principaux. Ils en souffrent. Ils en souffrent. Merci beaucoup. André Cretlan, directeur d'information de TV5 Monde, notre partenaire qui nous diffuse dans 200 pays, dans 17 langues. Merci Jean-François Beige du Courrier du Parlement. On passe tout de suite au Zap Matin de Christophe Combarieux, ce qui s'est passé dans les journaux télévisés hier soir, dans les émissions politiques, mais aussi dans les autres matinales ce matin. On regarde ensemble, on se retrouve après. Alexandre Benalla a été placé en garde à vue ce matin. Cette fois, la justice s'intéresse aux différents passeports qu'il a reçus quand il était conseiller d'Emmanuel Macron et surtout à l'utilisation qu'il a pu en faire après son licenciement de l'Élysée. Les enquêteurs travaillent aussi sur des soupçons de faux et d'usage de faux. Il est en garde à vue parce que la justice l'a décidé. Et nous, commission d'enquête parlementaire, on nous a assez mis en garde sur le fait qu'on ne devait pas interférer dans ce qui relève de la justice pour être très scrupuleux sur ce point. Patrick Stroda a également révélé que les passeports diplomatiques avaient été utilisés presque une vingtaine de fois après le licenciement d'Alexandre Benalla. Sans le rôle majeur de la presse, puis de la commission d'enquête du Sénat, à la différence de celle de l'Assemblée, tout ça n'aurait jamais pu apparaître, voire même certains, rappelez-vous, en juillet, considéraient que nous n'avions pas à nous intéresser à cette affaire et qu'Alexandre Benalla était un brave garçon. Ça a un côté quand même assez lunaire. Ouais, je suis une jaune. Et ça illustre le fait que manifestement, quand on est proche du pouvoir, il faut un petit peu de temps quand on fait une bêtise pour que la justice commence à s'intéresser à soi. Je suis un peu étonné de cette précipitation à le mettre en garde à vue. Est-ce que précisément c'est pour l'empêcher de répondre au Sénat, puisque vous le savez, à partir du moment où M. Benalla est pris dans une enquête judiciaire, alors le Sénat ne peut pas l'interroger sur les faits qui sont couverts par l'enquête judiciaire. Demain, le président sera à Souillac, où il va refaire un marathon. D'après ce que vous savez, on part sur 5, 6, 7 heures. Il y a des records à battre ou pas? Alors, je ne crois pas qu'on puisse vraiment donner un pronostic sur la durée. Vous avez bien raison. Voilà. On n'avait pas totalement prévu que ça durerait presque 7 heures dans l'heure. Oui, c'est quand même la possibilité de renouer le dialogue. Parce qu'aujourd'hui, on est arrivé à un point de non-retour. Et là, il y a une opportunité. Je veux dire, si on ne fait pas ça, on va dans le mur. Ensuite, il y a certains de mes collègues qui se disent « Oui, mais est-ce qu'on ne va pas être manipulé ?» Ça, je ne veux pas l'entendre. Moi, je préfère prendre le risque. Parce que si on ne fait rien,
c'est la catastrophe. Il a dit, j'ai un peu le sentiment, si vous voulez, qu'on a jeté une bouteille à la mer, que M. Macron essaie de gagner du temps jusqu'aux élections européennes, que fondamentalement on ne pose pas les bonnes questions. Moi j'ai lu la lettre aux Français de M. Macron, il ne parle pas du chômage, il ne parle pas de la question de l'insécurité, il ne parle pas de l'Union européenne. Je crois qu'il y a des vraies questions qui ne sont pas posées aujourd'hui. Au cours des 12 mois qui se sont écoulés, vous avez connu, comme tous nos concitoyens, des joies et des peines et parfois des épreuves. Et pourtant, vous avez toujours été là, disponible, à tout instant, pour remplir les missions que je vous ai confiées. Voilà, troisième partie de notre émission dans un instant avec Territoire Sénat. À tout de suite.